On va vous faire une présentation à deux voix, donc avec Sarah Cohen et moi-même. Je laisserai peut-être Sarah se présenter juste après. Donc je suis Grégory Ackermann, je suis sociologue à l'UMR Innovation à Montpellier et j'ai participé à l'évaluation de la Caisse alimentaire commune de Montpellier, qui est un dispositif inspiré de la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc, je vais vous restituer une partie des résultats qu'on a produits avec un groupe un peu plus, quoi, assez large de chercheurs et d'étudiants aussi qui ont participé à cette évaluation. Et je suis Sarah Cohen. Bonjour à tous et à toutes. C'est super d'avoir autant de monde présent. Je suis agronome. Je coordonne le projet Caisse Salim à Toulouse, qui expérimente une caisse de sécurité sociale de l'alimentation qui s'en inspire. Et par ailleurs, j'ai été ingénieure de recherche à l'INRAE pendant 2 ans à la coordination de ce projet. Et sinon, sur mes autres activités, mais ce ne sera pas forcément ma casquette aujourd'hui, je suis militante dans une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières Agrista pour agriculture et souveraineté alimentaire, qui a beaucoup porté cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation et qui est à l'initiative du collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation et avec laquelle j'ai co-signé un ouvrage qui s'appelle De la démocratie dans nos assiettes, qui parle de cette proposition et de la vision de l'association de cette proposition. Voilà, donc on va vous faire une présentation qui va durer une quarantaine de minutes, et puis ensuite on aura du coup du temps pour échanger et puis répondre à d'éventuelles remarques ou commentaires ou questions que vous auriez. Euh, alors, peut-être je te laisse démarrer, Sarah. Allez. Donc avant de présenter les expérimentations qui s'inspirent de la sécurité sociale de l'alimentation qu'on va appeler SSA pour la suite, ce sera plus simple. Un petit retour sur ce qu'est la sécurité sociale de l'alimentation. Donc là, on vous a mis une capture d'écran de la page Wikipédia qui indique que c'est une réflexion qui est portée en France, initialement en France, puis maintenant en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, et qui est portée par un ensemble d'acteurs de la société civile, mais aussi de la recherche. Et aussi des syndicats agricoles, des syndicats d'enseignement, et qui visent a créé un nouveau droit en France, un droit à l'alimentation durable et choisi, qui permettent en même temps de garantir les droits des paysans, mais plus largement de l'ensemble des travailleurs du système alimentaire, tout en préservant les conditions de vie sur Terre et donc en répondant aux enjeux climatiques et écologiques. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Et ce qui rapproche toutes ces organisations au sein de ce collectif, c'est un constat qu'il faut une réponse qui soit globale aux enjeux du système alimentaire, donc à la fois le droit à l'alimentation, les questions de précarité des travailleurs et les questions écologiques et climatiques. Une réponse qui soit globale, qui soit systémique et qui se fasse de manière simultanée. Et que sans ça, on ne pourra pas répondre à ces enjeux. Et la proposition, c'est de passer, d'agir au niveau de la demande alimentaire en levant les freins qui limitent l'accès à une alimentation de qualité choisie. Donc en partant du constat qu'aujourd'hui, si on veut transformer le système alimentaire, il faut que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation qui soit de qualité choisie et que sinon, on va rester dans des niches économiques de l'alimentation durable, bio, équitable, comme ce qui se passe actuellement, ce qui ne permet pas de transformer le système alimentaire. Et pour ça, il faut lever les freins, qui sont des freins à la fois physiques, donc d'accès, de proximité à cette alimentation. Donc liés aux questions de bourbiers alimentaires, de déserts alimentaires dans certaines zones rurales ou dans des quartiers de villes, les freins économiques, donc liés au prix de cette alimentation qui a un coût, et les freins symboliques, plutôt liés à tout ce qui est social, sociétal, culturel, identitaire. Et que en permettant de lever l'ensemble de ces freins, on va pouvoir créer des débouchés économiques pour des filières alimentaires durables et donc structurer les territoires et les systèmes alimentaires. Et pour ce faire, la proposition, et donc là le concept qu'il y a derrière ça, c'est celui de démocratie alimentaire. Donc c'est de mettre en place un système démocratique dans l'alimentation pour permettre de gérer collectivement les contradictions forcément qui seront inhérentes à vouloir d'une part
répondre aux droits des travailleurs, d'autre part répondre aux droits à l'alimentation, et encore tout ça dans les limites planétaires. Et donc, dans cette démocratie alimentaire, c'est à la fois avoir accès pour tout le monde à cette alimentation, mais aussi c'est avoir la capacité à participer et à agir sur le système alimentaire. Et donc, ne plus être seulement consommateur, mais être citoyen en capacité de décider pour ce système alimentaire. Et donc, la proposition du collectif, qui à la base, la réflexion se basait en France, c'était de s'inscrire dans un existant, dans un déjà là, qui est celui de la sécurité sociale, en s'appuyant sur trois piliers qui étaient les piliers de base, en fait, en 1946, notamment pour la branche santé de la Sécu, qui est donc l'universalité. Créer un droit pour tous, donc c'est sortir aussi des politiques cloisonnées, avec des politiques pour les pauvres, des politiques pour les riches, des politiques pour les agriculteurs, etc. Mais c'est vraiment pour tout le monde. Le conventionnement démocratique, donc redonner aux citoyens la capacité à choisir leur alimentation, ce qui veut dire choisir les conditions sociales et environnementales de la production à la distribution de cette alimentation, et enfin financer par de la cotisation sociale pour permettre une redistribution qui soit primaire de la valeur qui est produite par le travail, et aussi parce que bah, qui paye décide, et donc c'est aux citoyens via leurs cotisations que leur revient le droit et la capacité à choisir leur alimentation. Alors, je vais vous parler de la caisse alimentaire commune de Montpellier pour démarrer et expliquer un petit peu son modèle. Comme je vous ai dit, j'ai participé à une recherche qui a été une recherche collective, mais qui a été portée par Pauline Scherrer, notamment en tant que coordinatrice de la caisse alimentaire commune de Montpellier, avec Marco Maturo aussi. Et puis un certain nombre de personnes comme voilà Marie Valzer, Claire Havet, Sébastien Levionnois, Emeline Tête, et puis Nicolas Bricas aussi qui ont participé. On a évalué donc un dispositif qui est une expérimentation et cette expérimentation, au départ, elle avait vocation à durer juste voilà le temps d'une année pour essayer de mettre en place voilà nouveau système à partir à partir de cette nouvelle idée portée par la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc c'est une expérimentation qui a été portée par un collectif de coopération réunissant différentes associations sur le territoire de Montpellier et qui a œuvré à la mise en place de ce dispositif, mais aussi à une mobilisation collective en amont de la mise en place pour essayer de, voilà, de mobiliser des citoyens pour qu'ils rejoignent cette expérimentation et notamment pour qu'ils rejoignent l'instance démocratique de pilotage de la caisse qui est le comité citoyen. Ce comité citoyen, c'est une cinquantaine de personnes qui pendant plusieurs séances, ont décidé notamment justement des critères de conventionnement de l'alimentation qu'ils souhaitaient pouvoir acheter. Et puis, ça a aussi été des décisions qu'ils ont prises sur la manière dont les participants pourraient rejoindre la caisse alimentaire commune de Montpellier. Alors, je vais revenir sur l'histoire de la création de la caisse. Donc, la caisse de Montpellier. En fait, elle est née dans la période post-Covid avec des financements de France Relance. Donc, avec 25 organisations du territoire montpelliérain qui se sont regroupées qui ont constitué un comité local dans le cadre du projet qui s'appelait Territoire à vivre, qui était un projet aussi d'ailleurs qui se déclinait sur d'autres territoires que sur le territoire montpelliérain. Et donc, l'idée, c'était de concevoir cette expérimentation avec au cœur de cette expérimentation l'idée de démocratie alimentaire, donc avec des citoyens qui pouvaient prendre part aux décisions concernant leur alimentation et le système alimentaire, comme l'a dit Sarah, depuis la production jusqu'à la distribution, en vue de transformer le système alimentaire territorial. Ce collectif de coopération, il réunissait à la fois des lieux de mobilisation de l'alimentation alimentaire montpelliérain, mais plutôt alternative. Donc, par exemple, le supermarché coopératif La Cagette, l'épicerie L'Esperluette, qui était située à Celle-Neuve, dans un quartier populaire, les groupements d'achat VRAC, qui étaient implantés à Montpellier, et puis aussi l'association Marché Paysan, qui animait un marché sur Montpellier qui était uniquement réservé aux paysans.
Il y avait également d'autres structures relais, des structures qui ont permis de sensibiliser les habitants, et notamment le Secours catholique de l'Hérault, qui a mis notamment à disposition un local pendant une année pour que le comité citoyen puisse se réunir. Et puis d'autres associations plus militantes, soit dans le secteur de l'éducation populaire ou dans le domaine plutôt voilà, des alternatives agricoles. Et puis aussi d'autres structures qui étaient plutôt des structures du champ de la production ou de l'accompagnement des systèmes alimentaires, donc notamment le CIVAM, les CIVAM, l'affaire CIVAM Occitanie, les Jardins de Cocagne, le Mine de Montpellier, des acteurs plus militants comme les greniers d'abondance, etc. Et puis des acteurs de la recherche qui ont participé à la fois à concevoir un peu ce dispositif et à accompagner la conception de ce dispositif et aussi à l'évaluer. Et puis les collectivités territoriales qui ont participé notamment au financement, hein, c'était important, au financement de ce dispositif. Donc, vous voyez un collectif qui était quand même multi-acteurs et qui a vraiment réuni pour une fois des acteurs qui étaient vraiment dans des espaces un peu différents, sur des thématiques assez différentes. Et c'est aussi une des raisons de son succès, c'est cette large mobilisation et ce portage vraiment large de ce dispositif. Alors qu'est-ce que c'est exactement ce projet? Donc au cœur de ce projet, donc c'est un comité de citoyens, comme je l'ai dit, qui décide d'une part des modalités de participation des expérimentateurs et expérimentatrices, et puis d'autre part du conventionnement des produits, j'y reviendrai, et ou des lieux de vente. C'est la gestion un budget qui est alimenté d'une part par des cotisations des citoyens, donc des personnes qui participent à ce projet. En moyenne, les citoyens apportent 55% du financement. Et puis l'autre partie du budget est apportée par des financements publics. Donc je l'ai dit, les collectivités territoriales, mais à tous les échelons, hein, la ville, la métropole, le département et la région. Et puis des financements privés issus de fondations. On a aussi donc dans les 55% qui sont apportés par les citoyens, c'est une cotisation autodéterminée. Donc ça veut dire que chacun détermine le niveau de cotisation qu'il souhaite mettre dans la caisse. Mais cette autodétermination, elle est guidée avec notamment des guides vis-à-vis de leur niveau de revenu, de leur reste à vivre ou de leur budget alimentaire. Mais il n'y a pas de contrôle des revenus ou de contrôle de l'adéquation entre leurs revenus et leur niveau de cotisation. Sachant que quand on regarde ensuite, il y a une corrélation assez nette entre le niveau de revenu et le niveau de cotisation. Donc les gens jouent le jeu. Ensuite, donc chaque mois, il y a une allocation de 100 euros par mois qui est distribuée par foyer. Donc jusqu'à présent, c'était comme ça va changer dans les mois qui viennent, mais jusqu'à présent, c'était comme ça. On a un processus de conventionnement des lieux qui est donc porté par les membres du comité citoyen, donc 47 personnes maintenant qui sont plutôt 60, mais il y a en gros un groupe de 50 personnes. Et donc selon une grille de critères sur lequel je reviendrai aussi ensuite. Et puis on a l'utilisation d'un outil de gestion numérique qui s'appelle la Mona pour monnaie alimentaire, même si la Mona n'est pas une monnaie au sens des monnaies locales, même si elle s'appuie sur les outils de la monnaie locale de la graine à Montpellier. Je te laisse la parole, Sarah. Il faut que tu ouvres ton micro. Ouais. Excusez-moi. Pour ce qui est de l'expérimentation à Toulouse, donc c'est un projet qui rassemble une quinzaine de partenaires. Donc des partenaires de la recherche et de la formation, donc notamment l'INRAE, qui a été coordinateur de 2023 à 2025 de l'expérimentation. Des associations citoyennes et culturelles, parmi lesquelles le Sol Violette, qui est la monnaie locale de Toulouse et qui porte le système monétaire de la caisse. Des associations de soutien à l'agriculture et au bien manger, dans lesquelles on retrouve les associations qui portent les caisses. Je reviendrai dessus sur les spécificités qu'on peut avoir à Toulouse par rapport à la caisse de Montpellier. Des acteurs sociaux et de l'aide alimentaire avec les maisons des solidarités, des centres CAF et des acteurs plus hybrides comme Cocagne Alimentaire par exemple. Et enfin, des collectivités territoriales qui soutiennent le projet, donc à tous les échelons. Donc là, on retrouve un petit peu la structure de soutien qu'il peut y avoir à Montpellier. Et enfin, des comités citoyens. Donc à Toulouse, on a 4 comités citoyens sur l'aire urbaine toulousaine. Et enfin, des réseaux de professionnels conventionnés, donc les producteurs, les artisans, les magasins et les restaurateurs. Tu peux aller sur l'autre slide. Donc, euh, l'une des spécificités à Toulouse, c'est qu'on a
essayé d'expérimenter un premier changement d'échelle avec trois phases. Donc une première phase qui a commencé en mars 2023 où on a monté des caisses sur des échelles de bassin de vie, quatre caisses au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de l'aire urbaine toulousaine. Et ensuite, on a cherché à les mettre en fonctionnement de manière indépendante avec une première forme de massification tous les 3 mois, donc de 100 à 250 adhérents à 400 adhérentes pour ensuite rentrer en janvier dans une phase d'articulation et de mutualisation de ces caisses, avec la volonté de créer une entité juridique qui soit commune à l'ensemble de ces caisses et qui serait voilà, la caisse Alim, la caisse citoyenne d'alimentation de l'aire urbaine toulousaine. Je pense que la slide d'après, ça doit être la carte. Voilà. Donc vous pouvez voir là les caisses de bassin de vie qui regroupent en fait des ensembles de quartiers et chacune de ces caisses d'alimentation qui à la base étaient des comités citoyens simplement, est porté par une association. Donc au nord, c'est porté par l'association Eden, qui est un écopole qui travaille sur les questions de sensibilisation, d'agriculture urbaine, de sauvegarde du foncier agricole. À l'est, c'est une association qui s'appelle le MAMA, qui est un marché de prévente en fait. Au sud, donc on est plutôt sur des petites villes, Ramonville, Oseville, Castanet-Tolosan, et puis des petites villes autour. Et la caisse qui s'appelle la Calimpote est portée par Caracol, qui est une association qui fait pas mal enfin, qui a pas mal de commissions, mais notamment aussi un marché de prévente et de soutien aux producteurs. Et enfin, à l'ouest, le groupe s'est complètement constitué déjà en association qui s'appelle la CAP. Donc, sans répéter, parce que là, on retombe sur vraiment des fonctionnements qui sont assez similaires à l'ensemble des caisses d'alimentation en France. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure en présentant la sécurité sociale de l'alimentation, mais il y avait une carte qui représentait tous les projets qui visent à expérimenter quelque chose qui s'inspire de la SSA. Il y en a pas mal. Donc, il y a trois principes de fonctionnement principaux. Donc, les adhérents participent à des ateliers sur les enjeux de l'alimentation et sur le fonctionnement démocratique, qui va leur permettre de définir des critères de conventionnement et de choisir des professionnels, donc des artisans, des producteurs, des magasins, des restaurateurs, avec lesquels ils vont conventionner. Et les adhérents financent le système en cotisant, alors en cotisant entre guillemets, en contribuant volontairement selon des grilles de cotisation qui ont été déterminées par les comités citoyens, pour en contrepartie recevoir un budget de 100 euros qu'ils et elles reçoivent en MONA. Donc c'est le même nom que la monnaie à Montpellier et également que la monnaie en Gironde. Donc, il peut y avoir à Toulouse jusqu'à 2 adhérents par foyer, donc il peut y avoir jusqu'à 200 monas pour un foyer. Et ce budget peut être dépensé auprès du réseau de professionnels conventionnés. Le budget est reçu sur une carte qui s'appelle la carte Vitalim, qu'on voit en petit sur le schéma, ou en ticket. Donc, il y a une version numérique avec un QR code et une version papier pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Et à Toulouse, on est sur un taux d'autofinancement de 60%, même voilà, entre 60 et 70% en fonction des caisses d'alimentation. Donc, en comparaison de ce que présentait Grégory, où on était autour de 55% à Montpellier. J'ouvre mon micro, oui. L'hypothèse en fait centrale des caisses d'alimentation c'est une hypothèse en fait qui vient de l'idée donc de démocratie alimentaire qui a été présentée rapidement par Sarah au début de la présentation. L'idée en fait c'est bien que les caisses d'alimentation peuvent être en fait des espaces démocratiques qui vont être articulés aux politiques publiques, c'est important, et qui sont du coup la condition d'une transformation alimentaire juste, porteuse de changement en termes d'accès à l'alimentation, de pratiques alimentaires, de système alimentaire. Donc l'idée, c'est bien qu'on a un cœur en fait de ces dispositifs qui sont la démocratie alimentaire, qui permet une réappropriation de la question alimentaire par des citoyens, qui vient finalement repolitiser cette question-là
alors que jusqu'à présent, elle était laissée confiée au marché, aux acteurs économiques, qu'il s'agisse des acteurs de la production, de la transformation, de la distribution. Là, dans ces caisses alimentaires, l'idée, c'est bien une réappropriation par les citoyens de cette question alimentaire qui, jusqu'à présent, leur était finalement, quoi, leur était pas confiée. Alors, sur la voilà, sur la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, on va suivre on doit suivre un peu une logique en deux temps. Une première question auquel on va essayer de répondre, c'est est-ce que finalement ce dispositif ou ces types de dispositifs, parce que finalement là on vous en présente deux, mais comme Sarah l'a dit, il y en a d'autres en France et d'autres qui sont aussi très proches, comme celui de la Gironde, notamment, avec lequel on est aussi en lien d'ailleurs. Est-ce que ces dispositifs permettent un accès à l'alimentation de qualité? Donc, quels sont leurs effets sur les populations, les personnes qui y participent, notamment en termes d'accessibilité économique, sociale, culturelle et physique? Et puis la deuxième question, la deuxième partie de la présentation sera plutôt sur le volet système alimentaire. Est-ce que ces dispositifs permettent de soutenir un système alimentaire territorialisé? Donc, vous voyez, ça reprend en fait un peu les deux hypothèses de ces dispositifs qui sont des hypothèses voilà, qui portent à la fois sur la transformation du système productif ou de distribution, et puis à la fois sur la question des pratiques et de l'accessibilité des personnes. Alors, sur la première question, alors, la première quoi, pour savoir quelle est l'accessibilité, le premier point, c'est de savoir qui sont les participants à cette expérimentation. Donc, on a une surreprésentation de femmes, 70%, donc c'est assez typique de tout ce champ de l'alimentation, dans lequel les femmes investissent beaucoup du fait, voilà, de la structuration de nos sociétés, des inégalités au sein des foyers, de répartition des tâches avec l'alimentation qui est plutôt assignée aux femmes. Donc on retrouve ça. On retrouve plutôt voilà, un public de 25-39 ans, c'est-à-dire en fait en gros des gens qui sont plus vraiment étudiants, qui sont voilà, qui ont souvent qui sont pas non plus des personnes encore très âgées. En gros, on a une représentation à peu près fidèle sur les âges, mais avec une surreprésentation de cette tranche d'âge-là, et puis une sous-représentation des tranches d'âge plutôt plus âgés et puis plutôt moins âgés les plus jeunes. On a des personnes qui vivent seules, donc pour un peu plus de la moitié ou à deux sans enfants, ce qui est un peu sous-représenté par rapport à la ville de Montpellier. On a 31% de familles, ce qui est un peu plus surreprésenté qu'à Montpellier. Et puis là où on a un problème de représentation, c'est sur les niveaux de diplôme où on a une surreprésentation très forte des personnes diplômées, puisqu'on a 72% qui ont une formation supérieure ou égale à Bac+3, ce qui, pareil, est un petit peu à l'image de ces initiatives alternatives du champ de l'alimentation dans lequel on a plutôt un investissement par les classes supérieures et plutôt classe moyenne culturelle, on va dire. Euh, sur la c'est ça qu'il faut dire, on a une représentation, disons plus, on a des gens très diplômés, mais on va avoir aussi des gens qui vont être dans des situations de précarité. La précarité, ça concerne 33% des répondants, quoi, des participants. Et notamment, la précarité alimentaire, c'est la moitié des participants, donc 49% qui se déclarent en situation de précarité alimentaire, soit qualitative, soit quantitative. Donc ces chiffres-là, ils sont à peu près représentatifs de ce qui se passe en France. On a aussi une surreprésentation des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, avec 23% des répondants, alors qu'en France, on est plutôt à 5%. Donc voilà, on a une population qui va être plus, on va dire, plutôt des femmes éduquées, mais avec une surreprésentation aussi des personnes en situation de précarité alimentaire au sein de cette caisse. On va avoir aussi une population qui est pour la plupart déjà, qui était déjà
en train de fréquenter des lieux alimentaires alternatifs, puisqu'on en a un sur deux qui fréquentait déjà soit donc plutôt les lieux qui portaient ce dispositif, donc soit la Cagette, soit Vrac, les groupements d'achat Vrac, soit les épiceries, l'épicerie par exemple solidaire de Selle-Neuve. Pour autant, ça en fait pas non plus une population totalement homogène parce que voilà, les personnes qui fréquentent les groupements d'achat vrac sont des personnes qui, pour certaines, voilà, vivent dans des situations de grande précarité et ne sont pas des gens qui sont très engagés voilà, dans leur système alimentaire depuis très longtemps. Ça peut être juste des gens qui fréquentent les groupements d'achat vrac pour des raisons d'approvisionnement. Mais on a aussi quand même ce chiffre-là qui nous dit quelque chose. On a 23%, donc à peu près un sur quatre, ces personnes qui étaient déjà engagées dans une association ou dans un collectif dans le champ de l'alimentation, de l'agriculture. Donc on arrive quand même à capter plutôt des gens qui sont très engagés, plutôt engagés dans leur système alimentaire. On voit aussi que ce sont des personnes qui ont une consommation de produits bio et locaux qui est voilà assez importante avec aussi à peu près les mêmes types de problématiques autour de l'accessibilité aux produits bio et locaux avec un problème de prix qui est considéré comme le principal frein de l'accès aux produits bio et locaux. Et puis on a la question de l'accessibilité plutôt physique pour notamment les produits locaux avec des gens qui déclarent avoir des problématiques autour de voilà de juste un accès, de trouver ces produits locaux dans leur dans des lieux de vente près de chez eux. Donc ça montre qu'on a vraiment un frein économique qui est très fort, et puis un deuxième frein un petit peu plus faible, qui serait un frein plutôt d'accessibilité physique. Et donc deux enjeux, un enjeu de lever cette barrière économique, et puis un enjeu aussi de transformer les paysages alimentaires et peut-être de réintroduire des produits bio et locaux dans des lieux de vente préexistants dans des quartiers, ou bien même créer des nouveaux lieux de vente, ce qui n'a pas encore été fait, mais qui est aussi euh, des chantiers de ces caisses. Et pour ce qui est des membres, enfin adhérents, adhérentes à Toulouse, alors pour l'instant, nous, on n'a pas encore ces données-là très précises qu'on est en train de réaliser, étant donné qu'on a commencé, alors on avait réalisé ces données-là sur les comités citoyens qui représentaient une vingtaine de personnes par bassin de vie, donc dans chacune des caisses, 20-30 personnes. Et on a attendu d'avoir un petit peu plus de personnes pour réaliser ces observations. Ce que je peux vous dire sur les 255 foyers qui sont adhérents aujourd'hui sur trois caisses, donc c'est des données qui datent de janvier, quand on a ouvert la troisième caisse d'alimentation. Sachant que la quatrième s'ouvrira en avril. On a 26% des adhérents qui sont contributeurs ou contributrices aux caisses d'alimentation, c'est-à-dire qu'elles mettent plus que ce qu'elles reçoivent, donc elles mettent plus que 100 euros par mois, et 45% des adhérents qui déclarent des ressources en dessous du seuil de pauvreté. Sur les taux d'autofinancement des caisses, voilà, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure. On est sur des taux qui fluctuent en fait en fonction des caisses. Ça, c'est dû à la fois au fait que les guides de cotisation ne sont pas les mêmes, que les minimums pour cotiser ne sont pas les mêmes. Par exemple, au Nord, les adhérents peuvent cotiser 4 euros, là où sur les autres caisses, le minimum est de 10 euros. Et étant donné que les guides de cotisation ont été faits par des comités citoyens différents, on ne demandera pas à une personne le même montant pour une situation économique identique au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Ce qui fait que ça fait des équilibres qui sont différents. Et bien sûr, à cela s'ajoutent les différences de profil des personnes sur les différents territoires. Euh, on a réalisé, donc là, tu peux passer à la slide suivante en 2024 les premiers entretiens auprès des personnes qui faisaient partie des comités citoyens, donc vraiment les comités qui ont construit les caisses, pour connaître les motivations des adhérents. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs motivations qui amènent des personnes à participer à ces projets de caisse citoyenne d'alimentation à Toulouse.
Le premier, c'est la convivialité et le lien social. Donc on se rend compte que le fait, enfin voilà, il y a quelque chose qui ressort assez fortement, c'est l'ambiance familiale, des personnes qui viennent surtout pour faire du lien, pour rencontrer des gens, pour partager. Il y a une deuxième motivation qui est celui de sortir de l'entre-soi avec cette verbatim qui est intéressante et qui reprend justement la critique qu'on peut faire aux initiatives alimentaires habituelles et qui ressort aussi sur les statistiques que vous avez fait à Montpellier, où on voit que voilà, il y a quand même souvent une surreprésentation de personnes diplômées ou de personnes issues d'une classe, une petite classe bourgeoise assez culturelle. Et là, ce qui ressort, c'est de dire, voilà, bah, en fait, il y a plein de choses qui se font hein, dans ces classes sociales, dans les initiatives alimentaires, mais si ça reste que pour ces personnes, c'est pas intéressant. Et donc, une forte volonté d'ouvrir les nouveaux droits, en fait, qui sont permis par ces initiatives à l'ensemble de la population. Bien sûr, il y a des motivations sur l'accès à l'alimentation, donc des personnes qui ont envie de manger bio, qui ont envie d'avoir accès à une alimentation de qualité, mais qui sont freinées ici également par le prix de l'alimentation. Des motivations liées aux solidarités et aux enjeux écologiques. Et donc là, pareil, une citation qui est intéressante où voilà, là, la personne en question explique qu'en fait, elle est limitée dans sa vie personnelle et professionnelle, qu'elle ne peut pas travailler. C'est une personne qui est arrivée il n'y a pas longtemps sur le territoire et elle trouve dans ces espaces, dans ces caisses d'alimentation, la capacité en fait d'être utile aux autres. Et c'est ça qui la motive à participer. Et enfin, l'envie d'agir, simplement, voilà, de ne plus être juste consommateur, mais d'être citoyen. Donc là, toutes ces verbatims sont issues du travail qui a été mené par Marjorie Roussel, qui était en stage en 2024, et Chloé Martin, qui a fait un travail avec nous. Sur cette question de l'accessibilité à une alimentation durable, donc on a fait un certain nombre d'entretiens auprès donc des personnes participantes. Alors j'ai pas dit à Toulouse il y en avait plus de 350, donc un chiffre qui oscille entre 350 et 400, mais on est plutôt autour de 380 à peu près qui cotisent, qui ont Mhm. cotisé au moins une fois et qui dépensent de la MONA. Donc, on a fait des entretiens auprès de ces personnes pour savoir quels avaient été l'impact de de ce dispositif sur l'accessibilité à leur à l'alimentation durable. Donc, on a un premier résultat qui est une réduction de la précarité alimentaire pour les personnes qui étaient en situation de précarité alimentaire. La caisse alimentaire commune a un effet de sécurisation de leur budget, une sécurisation. Donc, on a fait des entretiens, on a fait aussi un questionnaire, hein, parce que vous avez vu des résultats d'un questionnaire aussi. Donc là, par exemple, sur le questionnaire, on avait 50% des personnes on n'avait pas 50% des personnes, on avait 50% de la précarité alimentaire, quoi, une réduction de 50% de la précarité alimentaire quantitative et puis une réduction de 28% de la précarité alimentaire qualitative. Mais après, dans les entretiens, on avait donc des témoignages sur notamment la manière dont le fait de pouvoir recevoir ce budget de 100 euros par mois permettait donc de sécuriser leur budget alimentaire. On a aussi donc une meilleure accessibilité économique à des produits de qualité, donc à des produits bio, à des produits qui sont considérés comme plus sains et qui vont aussi réduire les inquiétudes vis-à-vis de l'alimentation, donc notamment les inquiétudes vis-à-vis donc de l'usage des pesticides ou de la qualité nutritionnelle des produits. Donc avec la possibilité d'acheter de ces produits dans d'autres lieux de vente que les supermarchés, on a une réduction de cette inquiétude et aussi une amélioration de la santé physique perçue avec pour certains qui nous disent se sentir mieux psychologiquement, voire même mieux physiquement. Donc, on a une réduction de la précarité alimentaire dans toutes ces dimensions. Donc, il y a cette dimension de retrouver du pouvoir d'agir dans son alimentation. Donc, le dispositif permet de choisir son alimentation, ce qui est très différent, évidemment, des dispositifs d'aide alimentaire. Donc là, on a voilà, la possibilité de choisir et d'agir, de pouvoir acheter des produits qui nous font du bien, qui font plaisir, et de pouvoir s'offrir ou offrir à ses enfants
des produits qui vont vraiment satisfaire au niveau du goût, au niveau de voilà, au niveau du goût et au niveau aussi des envies, hein, de pouvoir avoir accès aussi pour certains à des produits qu'ils ne consommaient plus du fait qu'ils ont traversé une période de précarité. Et donc, c'est pouvoir retrouver un accès soit à une alimentation qu'ils avaient connue pendant l'enfance, soit à une alimentation voilà, qu'ils ont pu avoir à un moment donné de leur trajectoire de vie, mais qu'ils avaient perdu à cause de situations de précarité. Et puis, le dernier point, c'est de renouer avec le rôle social qu'à l'alimentation et notamment de pouvoir acheter des produits pour cuisiner des bons repas et inviter ses enfants ou des amis. Mais c'est aussi pouvoir accepter des invitations chez les voisins ou voilà, chez la famille et pouvoir amener un plat qu'on a cuisiné. Donc on voit que l'accès à cette alimentation, elle a des impacts, y compris sur toute la sociabilité alimentaire qui peut être liée au fait de pouvoir voilà, partager des repas ensemble. On a aussi des limites hein, à ce dispositif. D'une part, on a du non-recours, même s'il est faible, on a un petit peu de non-recours. Donc 8% à Montpellier, c'est un peu plus faible à Toulouse. Mais ce non-recours, en fait, il est souvent lié à la complexité de ces dispositifs, notamment en termes de, voilà, de procédures d'entrée, avec une réunion d'information, ensuite une prise en main de l'outil numérique, etc. Et donc, on a plutôt voilà, des freins qui vont être liés un peu à la lourdeur administrative de ce type de dispositif. Et puis, l'autre limite de ce dispositif qu'on a vu à Montpellier, c'est que on a quand même des personnes qui ressentent le fait de percevoir ces 100 euros par mois, quoi, 100 monas par mois, comme une forme d'assistance et qui ont l'impression finalement alors soit d'être dans des systèmes qui restent stigmatisants, avec d'ailleurs certains expérimentateurs ont pas compris qu'il y avait tout type de profil sociodémographique dans ces dispositifs, mais ont l'impression que c'est un dispositif uniquement pour les personnes précaires. Et donc vont se sentir quand ils vont passer en caisse et payer en monnaie, ils vont avoir l'impression qu'en fait ils sont considérés forcément comme précaires par le caissier parce qu'ils ont pas une bonne connaissance finalement du dispositif, ils savent pas toute la diversité de profils qui utilisent ce dispositif. Et puis l'autre limite, c'est aussi un effet en fait qui est lié au mécanisme de don et de dette, notamment qui avait été montré par Marcel Mauss il y a longtemps, il y a une centaine d'années, qui sont voilà, cette logique de quand on reçoit quelque chose, on est finalement en situation de dette, on se sent en situation de dette et de redevabilité. Et donc, pour certains, ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas assez de possibilités de restituer, de rendre finalement, et donc se sentent un peu mal à l'aise vis-à-vis de ce dispositif parce que voilà, ils ont l'impression, pour certains aussi, on a des témoignages de gens qui disent qu'ils se sentent mal à l'aise d'acheter de l'alimentation assez chère parce que c'est de l'alimentation de qualité, par exemple voilà, des bons produits, des bons fromages, de la bonne viande parce qu'ils se disent que finalement, il y aurait peut-être des personnes qui auraient plus besoin qu'eux. Donc, il y a une forme de culpabilité parfois aussi pour certains profils. Alors, une autre limite, c'est aussi l'entrée dans certains types de lieux, puisque les lieux qui ont été conventionnés sont des lieux qui, pour certains, sont des lieux un peu assez marqués socialement, marqués par les gens qui ont créé ces lieux. Donc, c'est notamment le cas, par exemple, des biocoop ou du supermarché coopératif qui sont des lieux qui sont habituellement fréquentés plutôt par des personnes très engagées dans leur alimentation. Et donc certains, en fait, certaines personnes vont avoir du mal à franchir le pas de la porte et se sentir pas forcément très à l'aise dans ces lieux-là, avec aussi une forme de violence économique du fait des prix qui sont exercés par ces lieux et notamment du prix des produits. Quand un produit transformé, bio, local est en magasin, c'est souvent un produit très cher parce que la transformation des produits, il s'agit de produits paysans, de produits fermiers, c'est forcément des produits plus chers. Et en fait, ça leur ramène aussi à l'existence d'une classe sociale de gens qui peuvent consommer des produits chers. Et donc, ça les ramène aux inégalités sociales de cette société
société, et puis ça les ramène aussi à cette altérité, finalement, se fréquenter des gens qui ne sont pas issus de leurs milieux sociaux, voilà, peut être vécu pour certains comme une forme de violence, notamment dans la manière de se comporter, avec des impressions voilà, d'interaction qui sont pas forcément très, voilà, très, comment dire, quoi, très sympathique ou et du coup très bienveillante, voilà, c'est des ressentis, hein. Mais du coup qui peuvent créer des formes de frontières. Mais on voit quand même que passer cette frontière, passer parfois cette inquiétude d'aller se rendre dans un supermarché coopératif ou dans une biocoop, on voit une appropriation de ces lieux-là avec des personnes qui arrivent à retrouver une alimentation qui leur convient et puis aussi à se voilà à prendre plaisir à aller faire ses courses dans ces lieux-là. Alors, on va passer à la deuxième question qui est le fil rouge là, un peu de notre présentation, c'est quels sont un peu les points de vente conventionnés et du coup, quels sont les effets sur le système, plutôt le système de distribution et derrière ça, les systèmes alimentaires territorialisés. Euh, donc on a donc un processus démocratique de conventionnement. Donc on a en fait des choix de magasins qui sont faits par les comités citoyens. Et donc ces choix à Montpellier ont été faits sur 5 grands types de critères. Donc des critères de praticité et d'accessibilité, donc notamment la présence de voilà de transports en commun à proximité ou ce type de choses. La qualité environnementale et l'effet sur la santé. Donc là c'est plutôt la qualité de l'alimentation qui est distribuée en termes de respect de l'environnement, de gestion des emballages ou éventuellement de produits qui seraient moins transformés et qui pourraient avoir des effets potentiellement plus vertueux pour la santé. Les relations économiques avec les producteurs, avec notamment voilà savoir leurs approvisionnements, les circuits d'approvisionnement, mais aussi la qualité des relations qu'ils peuvent entretenir avec les producteurs, la manière dont ils fixent le prix, par exemple, les modèles économiques, la gouvernance et l'éthique, avec la question de voilà qui gère ce lieu, quels sont les prix, les marges aussi sur les produits. Et puis aussi la question de voilà des relations entre la structure et le comité citoyen, donc de l'intérêt aussi des points de vente à rentrer dans le dispositif. Donc ces critères-là, en fait, ont permis de construire une grille. Et puis avec cette grille, les citoyens sont partis à la rencontre des lieux et ont noté, ont mis des scores à ces lieux et en ont intégré vraiment la très grande majorité, mais en ont aussi refusé certains du fait justement d'un score qui n'était pas assez haut de leur point de vue. Donc ça a donné une typologie de points de vente qui sont centrés plutôt sur le centre de Montpellier, mais aussi à l'extérieur dans les autres communes, avec en particulier donc des épiceries, des marchés, des marchés de plein vent sur lesquels il y a des producteurs ou des marchés qui sont uniquement composés avec des producteurs, une boutique paysanne, un magasin de produits locaux, des biocoop et un supermarché coopératif. Ça donne donc une cinquantaine de points de vente conventionnés avec 28 producteurs et productrices, 9 artisans et puis 12 magasins. Donc là, ce sont bien les points de vente qui sont conventionnés, ce ne sont pas les produits. Par exemple, en Gironde, le comité citoyen, quoi, les comités citoyens ont décidé de conventionner produit par produit. Là, dans ces points de vente, toute l'alimentation, et uniquement l'alimentation, mais toute l'alimentation qui est distribuée dans ces points de vente peut être achetée par les participants. Alors, à Toulouse, Oui, et je crois qu'on a atteint le temps de présentation, donc je vais faire très rapidement pour laisser le temps aux échanges, puis on verra pour la suite. Donc, à Toulouse, bah, pareil, donc on a travaillé sur enfin, chaque comité citoyen a travaillé donc, sur des critères de conventionnement. Donc, la phase de montée en compétence, elle a duré 8 mois et on s'est basé sur la grille de non-durabilité du système alimentaire du BASIC, du bureau d'analyse, le BASIC pour celles et ceux qui connaissent, ce qui a permis d'aborder un petit peu bah, l'ensemble des problématiques liées au système alimentaire et a fait émerger des comités citoyens, 3 attentes principales. Avoir accès à des aliments qui soient sains, une confiance entre les professionnels de l'alimentation et les mangeurs, et une production, une transformation, une distribution souhaitée qui soit écologiquement et socialement durable. Et sur cette troisième attente,
Il y a plusieurs enjeux, notamment liés à l'eau, à la biodiversité, au bien-être animal, etc., qui ont été identifiés pour la production et qui ont donné du coup différents critères qui eux-mêmes ont donné un ensemble de questions et qui ont amené à construire des guides d'entretien qui sont utilisés par les adhérents pour réaliser les enquêtes auprès des professionnels. Bon, mais la durée progresse, ça, non? Mais bon, Comme oui, c'est pas tout à fait comme Nature et Progrès parce que malheureusement on n'est pas encore accompagné par des pairs. C'est quelque chose qu'on aimerait faire pour la suite. Bon, très rapidement, voilà, donc les personnes réalisent les entretiens. Ensuite, c'est voté en réunion. Et enfin, on met en place le système monétaire et ce qui permet aux personnes d'acheter les produits. On pourra y revenir si vous avez des questions. Donc voilà, pareil, on a une carte qui est assez détaillée que vous pouvez aller voir avec les professionnels et les points de vente qui sont conventionnés, avec pas mal de fermes, mais aussi des AMAP, des artisans, boulangers, des magasins et un restaurant, qui est en fait une cantine solidaire. Peut-être dire que nous, on a un choix de produits dans les magasins. Donc, chaque épicerie et Biocoop ont une fiche produit dans leur magasin qui indique les produits qui peuvent être achetés ou non, avec la volonté de privilégier des produits locaux, qui viennent du territoire. Alors, la dernière question, c'est donc savoir comment en fait ce dispositif soutient cette offre de lieux qui a été conventionnée. On a à Montpellier une captation, on pourrait dire, du flux de Mona, particulièrement par les points de vente qui sont des supermarchés, quoi, qui ont des espaces de vente assez larges avec une grande diversité de produits, avec un grand nombre de références. On voit que par exemple le supermarché coopératif a capté 42% donc du flux de Mona et un supermarché bio en a capté 25%. Alors, on pourrait se dire comme ça que c'est finalement assez inégal par rapport aux producteurs, mais si on rapporte ça en part de chiffre d'affaires, on a une part de chiffre d'affaires qui est assez plus égale en fait pour tout le monde, avec à peu près entre 5 et 10%, ou en fait pas entre 5, entre 2 et 10% de chiffre d'affaires supplémentaire. Euh, Grâce à la Mona, donc qui pourrait finalement constituer un soutien économique, notamment pour certains producteurs, mais aussi pour certains points de vente, avec du coup une forme de sécurisation de leur une sécurisation de leur modèle économique et de leur activité économique. Ce que ça produit aussi, c'est l'arrivée de nouveaux clients avec d'autres profils, puisque donc on a quand même une grande partie de, vous avez vu, la moitié à peu près des gens qui sont en situation de précarité et qui du coup ben, sont des profils qui n'avaient pas accès à ces points de vente et que les producteurs sur les marchés ou les supermarchés bio n'avaient pas l'habitude de voir. Donc ça donne une satisfaction à ces points de vente, notamment en termes de mixité sociale. Et puis voilà, on a du coup un soutien aussi indirect via justement l'approvisionnement de ces points de vente, puisque les supermarchés bio ou les supermarchés coopératifs sont à Montpellier assez engagés dans des relations d'approvisionnement en direct avec des producteurs. Mais comme on n'a pas un conventionnement par produit, on n'a pas forcément directement un retour sur les producteurs. On va avoir un retour qui va être partiel. Voilà. Alors ces supermarchés, vraiment un débat à l'intérieur du dispositif. Est-ce que finalement c'est une bonne chose ou pas? Ce qu'on voit, c'est que on a quand même une bonne accessibilité. Ces lieux-là, ils sont ouverts toute la semaine, ils sont très bien achalandés, donc c'est logique que les participants aillent en priorité vers ces produits parce que ce sont les plus pratiques, ce sont ceux qui permettent d'avoir le plus de produits et de faire vraiment ses courses. Mais du coup, on a aussi, ben, du coup, parfois des producteurs qui s'étonnent et qui se disent, ben, finalement, nous, on récolte uniquement que les miettes. Donc, il y a actuellement des discussions pour essayer de renforcer un petit peu la part des flux qui iraient directement vers les producteurs. Euh, Bon, à peu près pareil à Toulouse, bon, pour faire vite. Ce qu'on peut observer sur les deux schémas, à gauche, donc c'est la répartition de l'utilisation des monas dans les différents lieux par mois.
Déjà, bah, une première chose qu'on remarque, c'est que au tout début donc nous on s'est lancé en octobre, le fonctionnement vraiment opérationnel des caisses, les personnes avaient du mal à utiliser leur Mona pour tout un tas de raisons. Bon, la principale, c'est qu'il n'y avait pas assez de lieux conventionnés, et la seconde, elle a un petit peu été dite tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes qui avaient quand même du mal à passer le pas d'aller voilà sur des marchés ou d'aller dans certains lieux de distribution d'alimentation. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mettre en place des groupes d'accueil pour accompagner les nouveaux qui sont tous les 3 mois chez nous à utiliser leur Mona. Donc sur l'usage, c'est principalement donc les biocopes. On voit qu'elles captent 50% des Mona tous les mois, sauf le premier, parce qu'en fait le premier mois, elle n'était pas conventionnée, ce qui fait que c'est finalement les producteurs qui ont capté 50% des Mona. Mais après, les producteurs captent quand même presque 30%. Voilà, donc c'est un équilibre qui est questionnable et c'est des choses qu'on aborde notamment lors des assemblées générales qu'on fait entre caisses pour savoir, voilà, re-questionner un petit peu qu'est-ce qu'on veut favoriser en termes de système alimentaire. Avec bah, cet équilibre toujours un peu compliqué entre bah, soutenir les producteurs et en même temps avoir des lieux qui permettent de faire ses courses facilement et donc de faire adhérer des personnes pour lesquelles c'est déjà voilà, un pas en fait d'aller dans une Biocop ou dans une épicerie. Et aujourd'hui, sur les 90 000 monas qui ont été émises depuis le lancement de l'expérimentation, il n'y en a que 46 000 qui ont été dépensées. Donc il y a quand même la moitié des monas qui aujourd'hui ne sont pas dépensées. Tu peux passer à la suite. Ces effets, ah oui, quoi, oui, ces effets, je les ai dit un petit peu, mais c'est la mixité sociale, notamment, c'est l'accessibilité à des produits, mais il y a un point sur l'accessibilité, quoi, les effets politiques avec peu finalement de politisation sur les enjeux sociétaux, avec le sentiment qu'il y a une faible implication aussi des points de vente, les points de vente qui ont l'impression de juste voilà recevoir de la monnaie mais ne sont pas forcément engagés, n'ont pas le sentiment de pouvoir vraiment changer le système, quoi, être plutôt voilà plutôt passif. Et donc on voit qu'il y aurait un effet plutôt limité de la transformation de ce système alimentaire pour le moment, avec quand même hein, des effets qui sont notables mais qui sont pas non plus extrêmement forts, mais on est sur bien sûr des dispositifs expérimentaux qui ont voilà qui ont des portées limitées aussi parce qu'il y a que 300 ou 400 personnes qui participent quoi. Euh, donc, en conclusion, on peut dire que donc on a un besoin de renforcer cette redistribution économique, puisqu'en fait on a une redistribution qui est potentiellement pas tout à fait juste ou peut-être pas tout à fait voilà pas tout à fait en adéquation avec les objectifs et les que s'étaient fixés bah, les citoyens quand ils ont conventionné. Mais par contre, on a bien voilà une accessibilité aussi qui économique qui est présente, mais moins d'accessibilité géographique, puisqu'en fait, on a des lieux de vente qui ont été conventionnés plutôt dans les centres de quoi pour Montpellier, plutôt dans le centre de Montpellier, avec aussi l'ambition de créer des nouveaux lieux de vente, de pouvoir peut-être transformer aussi des épiceries de quartier pour les aider à s'approvisionner localement. Et donc, éviter que ce soit les citoyens qui se déplacent jusqu'à des lieux de vente, mais aussi qu'il puisse y avoir des lieux conventionnés à côté de chez eux et que ces lieux de conventionnés se transforment. On voit on a favorisé l'accès socio-culturel, mais qu'on peut avoir aussi on peut avoir aussi des limites en termes de justement accès à certains lieux, notamment parce qu'il y a des marquages sociaux assez forts de ces lieux. On a un soutien à des lieux, mais il faudrait peut-être soutenir aussi des lieux d'alimentation qui soient plus populaires et moins marqués socialement par la classe moyenne culturelle qui généralement voilà est très investie dans ces lieux-là. Et puis essayer aussi de visibiliser des inégalités de genre qui sont
qui reste présent parce que aller s'approvisionner dans ces lieux de vente, préparer des repas à partir de produits bruts, ça va être des tâches qui vont incomber principalement aux femmes. Et finalement, il y a des risques aussi que ce dispositif accentue des formes d'inégalité. Donc, il faut aussi que cette question de rapport de genre soit discutée à minima au sein du dispositif pour qu'il puisse ensuite être discuté aussi dans les foyers voilà, qui viennent expérimenter ce dispositif. On voit aussi que quand on met de l'argent à destination des mangeurs, donc quand on les solvabilise, on voit que ça oriente aussi les flux vers les points de vente qui sont les plus accessibles pour eux. Comme les producteurs en vente directe sont pas les points de vente qui sont les plus accessibles, bah, ça pose la question de savoir comment mieux les aider, puisque c'est un des objectifs que se fixent ces dispositifs aussi. Et puis donc, pour les aider, peut-être une des voies à Montpellier, c'est d'essayer de mettre de faire rentrer plus de personnes qui sont à proximité de ces points de vente directs sur lesquels il y a des producteurs pour qu'ils puissent avoir des points de vente à côté de chez eux et donc favoriser des achats plutôt auprès des producteurs. Et puis il y a une ambition aussi de coopération qui n'a pas encore été travaillée, qui est aussi l'idée de réussir à créer des formes de mutualisation entre ces points de vente, qui sont pour le moment un peu juste des receveurs de cette monnaie, mais qui sont pas dans une dimension vraiment collective, et donc de leur permettre peut-être des formes de mutualisation pour structurer un peu mieux ces filières. Alors c'est une conclusion qui est plutôt sur les limites, mais vous avez eu les effets avant, donc voilà. Merci de votre écoute.